Bonjour à tous, on est jeudi 9 juillet 2026 et notre cher ami Elijah Magnier est avec nous. Bienvenue à nouveau, Elijah. Bonjour Nima et merci de m'avoir invité. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé hier soir. L'attaque des États-Unis contre l'Iran, puis la riposte iranienne. Ce qui a changé hier soir, c'est que les États-Unis ont intensifié leurs frappes. Les attaques étaient plus fortes que lors des deux précédentes, après la signature du protocole d'accord. Ensuite, du côté iranien, il y a une nouveauté. Ils ont ajouté une cible qatari à leur liste. Hier soir, ils ont frappé le Qatar, après plusieurs semaines sans l'avoir fait. Le Qatar n'avait plus été visé par l'Iran depuis l'annonce du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. C'est donc l'un des principaux changements d'hier soir. Et aujourd'hui, on a appris qu'ils avaient visé un radar militaire au Qatar. Alors, que se passe-t-il en ce moment en Iran? Hier, les funérailles avaient lieu en Irak, à Karbala et à Najaf. Aujourd'hui, elles se déroulent en Iran. De nouvelles images arrivent. Voici par exemple Mashhad. On y voit des millions de personnes dans les rues pour la dernière étape du cortège funèbre de l'ancien guide suprême de l'Iran. Voilà l'atmosphère qui règne dans le pays. Et puis, il y a environ 30 minutes, Elijah, on a appris que de nouvelles explosions ont eu lieu à Bushehr et à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, ainsi qu'à Shiraz. Pour l'instant, rien ne confirme qu'il s'agisse d'une attaque contre l'Iran. Et l'autre information importante, c'est l'attaque iranienne en cours contre la Jordanie. Et les missiles balistiques ont attaqué la base aérienne de Muwafaq Salti, à l'est de la Jordanie. On a d'ailleurs quelques photos qui viennent d'arriver, par exemple celle-ci. On y voit les Iraniens en train de lancer des missiles balistiques. Et voici la vidéo qui vient tout juste de sortir. Elle montre que ces missiles ont été tirés depuis Khomein, une autre ville d'Iran. Ils ont aussi été lancés depuis le sud du pays, depuis Shiraz, et depuis Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran. Et ces tirs visaient des cibles situées en Jordanie. Pour l'instant, les premiers rapports indiquent qu'un complexe industriel en Jordanie a été directement touché. L'autre point, c'est que les États-Unis ont annoncé qu'ils pourraient rétablir le blocus du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique. Et l'Iran, pendant la nuit, a expédié 10 millions de barils de pétrole immédiatement, selon les données de Tanker Tracker. Voilà la situation actuelle. L'Iran attaque la Jordanie et des bases américaines dans la région. Et il semble que dans les prochaines heures, on assiste à de nouvelles confrontations. Peut-être une nouvelle attaque des États-Unis contre l'Iran. Elijah, à toi, quelle est ta lecture de ce qui se passe autour de ce qu'on appelle le protocole d'accord? D'accord, merci. Donc, ces attaques ne sont pas vraiment une surprise. Et le fait que le protocole d'accord ne soit pas appliqué non plus. Il y a de nouveaux éléments apparus hier qu'il faut vraiment souligner. D'abord, l'emplacement de la cible. Ensuite, la raison pour laquelle tout cela se produit, parce que les gens doivent comprendre ce qui se cache derrière cet échange de missiles et d'attaques. Le premier élément vient des Américains, qui ont attaqué pour la première fois la voie ferrée entre Téhéran et Mashhad. Cette attaque est importante parce qu'elle montre qu'il s'agit d'une attaque très personnelle, pas stratégique. C'était le jour des funérailles, quand tout le monde se rendait à Mashhad pour participer aux obsèques du grand ayatollah Saïd Ali Khamenei, assassiné. D'une certaine manière, pour beaucoup de gens, on parle de millions de personnes en Iran et en Irak, à différents moments, qui ont participé à ces funérailles. Donald Trump a été très surpris de voir cette foule soutenir le Coran
et se montrer unis contre les Américains et les Israéliens. Donald Trump a aussi adressé une sorte de message à Benjamin Netanyahou en disant « Eh bien, ce n'est pas ce que tu avais promis. Tu disais que le système iranien allait s'effondrer en 3 ou 4 jours, que les gens en avaient assez de ce régime. En bombardant la voie ferrée qui mène à Mashhad, c'est plutôt une attaque personnelle qu'une action stratégique. » Deuxièmement, l'attaque contre la ligne ferroviaire entre l'Iran et la Chine, la ligne d'approvisionnement, a été visée. Et pour la première fois, on voit aussi le Sistan-Baloutchistan, dans le sud, devenir l'une des cibles. Le port de Chabahar, qui est en partie géré par l'Inde et qui sert surtout à l'Inde, au Pakistan et au reste de l'Asie, a été touché. C'est nouveau. Ce sont des éléments sur lesquels il faut s'arrêter et réfléchir. En réalité, les Américains commencent à bombarder des cibles civiles. Ils n'ont plus de cibles militaires. Ils se sont donc tournés contre les civils. Et ce ciblage des infrastructures civiles, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe le plus Donald Trump. Voyons maintenant la riposte iranienne. L'Iran a frappé des intérêts américains au Koweït et à Bahreïn, mais aussi en Jordanie. Et c'est là qu'on en vient à la vraie question. Pourquoi tout cela se produit? En réalité, ce n'est pas seulement à cause du paragraphe 5 du protocole d'accord. Ce paragraphe est très clair pour les Iraniens, mais les Américains l'interprètent d'une manière totalement différente. Le paragraphe 5 donne aux Iraniens la possibilité de gérer le détroit d'Ormuz pendant 60 jours et d'en discuter avec les Omanais, ce que l'Iran est en train de faire. Mais il n'y a aucune mention du CENTCOM ni de l'intervention américaine. Donc, les Américains n'interviennent pas dans le détroit d'Ormuz parce qu'ils sont inclus dans le protocole d'accord pour cette affaire précise. Au contraire, et c'est là qu'on comprend pourquoi, et il faut que les gens le sachent, il s'agit de domination et de contrôle. En réalité, le détroit d'Ormuz est le seul levier dont dispose l'Iran pour arrêter la guerre en Iran, pour mettre fin à la guerre au Liban et dans la région, pour libérer tous les avoirs gelés, pour obliger les Américains à verser des compensations pour la guerre et pour lever toutes les sanctions. Sans le détroit d'Ormuz, l'Iran peut être complètement ignoré, comme les Américains et les Européens l'ont fait pendant des décennies, en renforçant les sanctions année après année ou même mois après mois. Et à chaque fois qu'un nouveau président américain arrive, il commence par imposer de nouvelles sanctions à l'Iran. C'est donc un levier. Et ce que font les Américains, en réalité, c'est qu'ils n'ont pas été honnêtes dans leur dialogue avec les Iraniens en signant le protocole d'accord. On a vu Donald Trump le signer à Paris, à Versailles, pendant un dîner avec les dirigeants du G7. Donc soit il ne connaissait pas les détails, soit il l'a signé en toute connaissance de cause. Il n'a pas été forcé de le signer. Maintenant, avoir signé le protocole d'accord dans le but de résoudre le problème avec l'Iran, c'est une chose. Mais ça paraît très peu probable. Et s'il l'a fait uniquement pour rouvrir le détroit d'Ormuz et faire baisser le prix du pétrole, afin de pouvoir reconstituer les quelques 400 millions de barils qu'il a utilisés pendant ce conflit dans ses réserves stratégiques, eh bien, il faut rappeler que ces réserves tournent autour de 700 millions de barils. Et Donald Trump nous avait dit qu'il n'était qu'à quelques semaines d'épuiser la totalité de la réserve. Et d'après les fuites dans les médias, on sait que les Américains n'avaient plus que 331 millions de barils sur plus de 700 au départ. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai problème, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde, quand il n'y a plus de réserves de pétrole. Alors, ce que fait Donald Trump, c'est faire baisser le prix du pétrole
pour pouvoir compenser les millions de barils qu'il a utilisés pendant le conflit, faire baisser les prix, puis recommencer à dire à l'Iran « Vous ne pouvez pas contrôler le protocole d'accord ». Mais il ne le dit pas seulement à voix haute, non. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que les Iraniens, selon ce protocole d'accord, ont déclaré « Nous contrôlons le détroit d'Ormuz ». Nous allons autoriser n'importe quel navire à entrer et à sortir. Pas les Israéliens, bien sûr, ni les Américains. Mais il faut passer par nous, c'est ce qu'a dit l'Iran, et il est interdit de passer par les eaux omanaises. Parce qu'il y a dans le détroit d'Ormuz un passage d'environ 23 000 de large. Le droit international dit que 12 000 à partir des côtes de chaque pays appartiennent à ce pays. Ce qui veut dire que Oman et l'Iran ont chacun 12 000 sous leur pleine souveraineté, avec environ 1 000 qui se chevauchent, ou disons une demi-mille de chaque côté. Malgré tout, les Omanais et les Iraniens discutaient de la manière d'organiser tout ça. Et ils sont tombés d'accord pour qu'au lieu de demander des frais, ce qu'Oman a complètement refusé, ils demandent des services à la fin des 60 jours. Il y a déjà une société qui propose ces services et qui est payée par toutes les compagnies maritimes et les armateurs pour différents services rendus aux navires qui traversent le détroit d'Ormuz. L'Iran et Oman ont convenu de partager ces bénéfices et ils géreraient le détroit d'Ormuz de cette manière. Mais pourquoi après 60 jours? D'abord, parce qu'il n'y a absolument aucune confiance envers les Américains, qui ont prouvé qu'ils ne respectaient pas le premier paragraphe sur la fin de la guerre. Ensuite, parce que la guerre continue. On a vu ce qui s'est passé hier, la nuit dernière et la nuit d'avant. Donc non, la guerre n'est pas terminée. Pour l'Iran, il n'est pas question de lâcher le contrôle du détroit d'Ormuz tant que la guerre n'est pas finie. Les Américains demandent à tous les navires de se coordonner avec la marine américaine pour traverser depuis le côté omanais. Et ils font pression sur Oman pour qu'ils ne disent rien. Mais ce qui s'est passé, c'est que les armateurs et les compagnies d'assurance ont peur. Ils sont un peu lâches à cause de l'argent, et d'une certaine façon, on peut les comprendre, parce qu'ils ne veulent pas risquer la valeur d'un navire, ni que la compagnie maritime en pâtisse, avec une hausse des assurances, ou qu'ils aient à payer une grosse somme en cas de dommage. Donc, lâche, mais dans un sens positif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment le courage d'aller défier l'Iran, et en même temps, ils n'en ont pas besoin. Il existe un passage sûr. Ils peuvent passer des deux côtés de l'île iranienne de l'Arak, répondre aux Iraniens et traverser gratuitement pendant 60 jours, selon le protocole d'accord signé. Du coup, les Américains ne pouvaient plus faire pression sur les armateurs ni sur les compagnies d'assurance. Alors, ils se sont tournés vers les pays de la région. Ils sont allés voir l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar. Le Qatar a fourni un navire de gaz naturel liquéfié parce que le gaz reste très cher dans le monde, environ 70% au-dessus du prix normal, car il réagit différemment du pétrole. Et l'Arabie saoudite, comme les Émiratis, ont chacun fourni un pétrolier. Ils ont demandé à ces navires de passer du côté omanais sans se coordonner avec les Iraniens. Donc, l'Iran n'a pas revendiqué la responsabilité, mais évidemment, ils ont été attaqués par des drones, alors qu'ils violaient l'appel des Iraniens à respecter les règles comme tout le monde et à traverser librement. C'est là que les Américains ont riposté. Et ils l'ont fait parce qu'ils veulent garder le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'ils ne veulent pas que l'Iran le contrôle. C'est une mentalité de colonialisme. Les Américains se considèrent comme les gardiens autoproclamés du détroit d'Ormuz et ils ne peuvent pas accepter que l'Iran leur retire cette carte. C'est pour ça que ce qu'on a vu ces dernières 48 heures, on va le revoir encore et encore, parfois plus intensément, parfois moins, ou sous la forme de quelques jours d'échange de missiles.
mais pas quelque chose que Donald Trump appellera une guerre, parce qu'il ne veut pas aller devant le Congrès pour demander l'autorisation. Il appellera ça une opération spéciale. Il dira que c'est pour défendre les alliés. Il l'appellera comme il veut. Mais voilà, ce sont les échanges qu'on aura entre les deux pays, à moins qu'ils s'assoient vraiment pour discuter, qu'ils revoient le protocole d'accord et que les Américains acceptent cette explication. Ce qui est très peu probable parce que les États-Unis ne libéreront jamais tout l'argent iranien, ne rendront jamais à l'Iran 300 milliards de dollars en compensation et ne lèveront pas toutes les sanctions. Déjà, l'article 4 a été violé et les Américains ne libèrent pas les avoirs gelés comme ils l'avaient promis. D'abord, ils ont parlé de 24 milliards, puis de 12, ensuite de 3, et maintenant ils disent 6 milliards. Mais en plus, ils disent aux Iraniens qu'ils doivent acheter le soja américain et mettre des conditions sur la petite somme qu'ils acceptent de débloquer. Voilà où on en est aujourd'hui. Oui, hier soir, ils ont attaqué la zone syriaque, et tu sais le quai commercial et de pêche à Syriac. D'après les informations de l'IRIB, les médias d'État iraniens, 3 personnes ont été tuées et 15 blessées dans cette attaque. Ce n'est pas le genre d'opération que les États-Unis mènent, tu vois, en Amérique du Sud. Ce n'est pas comme s'ils frappaient sans arrêt des bateaux de pêche et tuaient encore plus de gens. Mais voilà l'autre partie des nouveaux rapports. En ce moment même, pendant qu'on parle, les sirènes retentissent à la base Victoria, près de Bagdad, à l'aéroport international de Bagdad. Et en même temps, l'Iran bombarde les Kurdes et la base américaine au Kurdistan irakien. C'est là qu'est le problème. Et c'était déjà l'une des principales inquiétudes du côté iranien, que ces Kurdes du Kurdistan irakien fassent quelque chose là-bas. C'est pour ça qu'on voit l'Iran les attaquer encore et encore. Alors selon toi, est-ce qu'il y a une sorte de plan, à ton avis, pour une invasion ou une incursion venant d'Irak? Bien sûr que non. Ils ne peuvent pas. Parce que d'abord, le président Erdogan en Turquie a stoppé cette attaque il y a longtemps, quand les Américains ont envoyé des armes aux Kurdes. Et les Américains ont dit « Nous voulons changer le régime en Iran ». Puis ils ont ajouté « Nous voulons le programme de missiles, les alliés, etc. » Et ensuite, ils se sont rétractés en disant « Non, finalement, nous ne voulons pas ça ». Mais Donald Trump, lui, se plaignait des armes envoyées aux Kurdes. Or, armer les Kurdes dans le nord, c'est très dangereux pour l'Irak, pour la Turquie et pour la Syrie. Parce que cela ravive chez les Kurdes l'idée d'un État du Kurdistan, présent en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie, unis en un seul pays au milieu de ces États. Et ça, ces pays ne l'accepteront jamais. Donc, renforcer les Kurdes dans le nord de l'Iran, c'est quelque chose que le Mossad et la CIA font depuis très longtemps. Cependant, l'armée iranienne, elle, n'a pas encore pris part à un véritable combat. Elle se concentre sur des zones comme le Kurdistan, au nord-ouest, et le Sistan et Baloutchistan, au sud-est, parce qu'elle craint que les Américains ne tentent quelque chose là-bas. Par exemple, en soutenant des groupes comme Saif al-Adl, Jaish al-Adl, ou encore les Kurdes du Nord, en leur fournissant des armes et en les poussant à s'affronter, à provoquer des émeutes dans le pays. Comme cela s'est produit au début de cette année, en décembre 2025 et en janvier 2026. Oui. Alors, Elijah, voici la photo de... Attendez, je la retrouve. Voilà, la photo qui vient de sortir montre la situation sur le quai de Benoud, à Assalouillet, près de Boucher, après l'attaque, dans les suites de l'attaque menée par les États-Unis la nuit dernière. Et, en la regardant, Elijah, il y a quelques informations qui circulent. Je ne sais pas si... Enfin, il est dit que Donald Trump envisagerait peut-être d'utiliser les frontières avec l'Irak, l'Afghanistan ou le Pakistan
ou de faire quelque chose sur le terrain. Ce sont des premiers rapports, je ne sais pas si c'est exact ou non, mais un autre rapport, qui vient tout juste de tomber, indique qu'un autre navire de guerre américain a été attaqué à nouveau dans le golfe Persique, il y a quelques instants. Tu sais ce qui me paraît vraiment étrange, Elijah? Hier, le conseiller militaire du guide suprême iranien a déclaré que ce n'était pas seulement une histoire de pétrolier. Selon lui, les États-Unis essayaient d'utiliser un navire de guerre dans le détroit d'Ormuz, mais que d'une certaine manière, les forces iraniennes avaient réussi à l'en empêcher, à le repousser hors du détroit. C'est l'une des lignes rouges pour l'Iran et pour les gardiens de la révolution. Ils ont expliqué que cela faisait partie d'un protocole d'accord. Et dans ce protocole, comme tu peux le voir, il est question uniquement de navires et de bâtiments commerciaux. Rien de militaire. Aucune opération militaire dans le détroit d'Ormuz. Mais tu vois bien, les États-Unis utilisent leur marine pour le faire quand même. Oui, c'est clairement indiqué au paragraphe 5 du protocole d'accord. Une fois signé, l'Iran s'engage, en faisant tout son possible, à garantir le passage sûr des navires commerciaux. C'est bien précisé, il s'agit de navires commerciaux, et cela doit se faire dans un délai de 60 jours. Ils ont aussi répété que cela concerne la zone du golfe Persique jusqu'à la mer d'Oman et inversement. Donc le trafic des navires commerciaux, mentionné 2 fois dans ce paragraphe, doit commencer, et ils doivent lever tous les obstacles dans les 30 jours. Pour l'instant, il ne s'est écoulé que 2 semaines depuis la signature. Ce sont donc les Iraniens qui autorisent uniquement les navires commerciaux, tandis que les Américains, eux, utilisent leur marine, leurs bâtiments militaires, pour traverser le détroit d'Ormuz en violation du protocole d'accord. Et puis, il y a cette idée que les Américains pourraient attaquer et occuper des îles, comme Donald Trump l'a souvent dit, en menaçant. D'abord, les Américains sont un pays militairement très fort, très puissant. Mais occuper un territoire, c'est une chose. Maintenir cette occupation, c'en est une autre, complètement différente. Si les Américains décident d'occuper une île, ils peuvent le faire facilement, avec une énorme puissance de feu. Ensuite, ils envoient des troupes au sol. Mais combien de temps peuvent-ils rester dans une zone qui peut être bombardée à des centaines de kilomètres de distance? Ils ne le peuvent pas. C'est pour ça que ce n'est pas un plan que les Américains peuvent mettre en œuvre. C'est pour ça qu'ils ont besoin de forces par procuration. Et les seules forces de ce type, assez puissantes et organisées pour créer quelque chose, ce sont les Kurdes du Nord. Mais eux n'y sont pas autorisés, à cause des pressions régionales exercées sur Donald Trump. Voilà où nous en sommes. Et oui, les Américains n'ont aucune intention de respecter le protocole d'accord. Ils ont même arrêté hier les dérogations sur le pétrole iranien. Ils avaient dit que pendant 60 jours, ils permettraient à l'Iran de vendre son pétrole. Mais ils ne l'ont pas fait. Hier soir, 5 pétroliers iraniens ont quitté l'Iran, plein de pétrole, parce qu'ils savaient que les Américains pouvaient aussi agir là-dessus, qu'ils pouvaient tout suspendre et rétablir le blocus. Mais encore une fois, si Donald Trump impose un blocus à l'Iran, il imposera en réalité un blocus au reste du monde, à travers le détroit d'Ormuz. Et là, on revient à la case départ. Oui, on dirait que les États-Unis élargissent d'une certaine façon leurs attaques, parce qu'il y a de nouveaux rapports d'explosion à Shiraz et à Kerman. Kerman se trouve dans l'est de l'Iran. Oui. Je pense qu'on va voir ce qui va se passer. Elijah, quand Donald Trump a dit hier qu'après les rapports de l'État islamique, il se préparait à des semaines, voire des mois de guerre, qu'est-ce qui a changé jusqu'à présent? Est-ce que, tu sais, tout ça concernait les réserves de pétrole américaines? Est-ce qu'ils sont prêts maintenant pour ça?
Écoutez, du point de vue américain, c'est assez humiliant pour l'armée des États-Unis de voir qu'elle doit escorter 3 pétroliers qu'elle a demandé à l'Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis de fournir sous leur responsabilité et de les faire passer par le détroit d'Ormuz. Ils ne voulaient pas le faire, mais ils y ont été contraints. Maintenant, si l'Iran attaque ces navires parce qu'ils n'ont pas répondu ou qu'ils n'ont pas respecté l'accord, le protocole d'entente, comment les États-Unis vont-ils réagir face à ces pays qui ont déjà perdu beaucoup de confiance en eux et qui remettent en question la présence des bases militaires américaines dans le Golfe? Si les États-Unis ne sont même pas capables de défendre les navires qu'ils escortent, c'est quelque chose de très difficile à accepter pour les Américains. Et c'est pour ça qu'on a vu Donald Trump furieux après l'attaque. Ça a touché son ego et aussi la position hégémonique des États-Unis dans le monde. L'Iran défie la marine américaine et frappe ses pétroliers. Et ça, Donald Trump ne peut tout simplement pas le digérer. These tankers, that's not something Donald Trump can digest. This is why he has reacted and will react harshly. C'est pour ça qu'il a réagi et qu'il réagira encore de manière très dure. Donald Trump veut un passage sûr par le détroit d'Ormuz, pas via les Iraniens, mais via les Omanais. Il peut faire pression sur les Omanais, faire ce qu'il veut, et il veut sortir les Iraniens de l'équation. Mais l'Iran ne le permettra pas. Même si Donald Trump bombardait l'Iran tous les jours, l'Iran n'autorisera jamais un passage sûr par le détroit d'Ormuz sans que ce soit sous son contrôle. C'est très clair. Donald Trump peut faire tout ce qu'il veut. Les Iraniens ne lâcheront pas la seule carte qu'ils ont pour faire pression sur lui. Récupérer leur argent, lever les sanctions, obtenir des compensations et mettre fin à la guerre au Liban. Sans le détroit d'Ormuz, l'Iran n'a plus aucun levier. Iran has no leverage. Quand on regarde la façon dont l'Arabie saoudite et le Qatar se comportent, Elijah, d'un côté on voit qu'ils communiquent avec les Iraniens, de l'autre on voit qu'ils coopèrent d'une certaine manière avec les États-Unis, parce que les 5 pétroliers qui ont été attaqués mardi venaient des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et du Qatar. Alors, pourquoi coopèrent-ils? Ils savent très bien quelles en seraient les conséquences. Est-ce que c'est simplement à cause de la pression qui vient de Washington? Oh yeah. Yes, the Gulf countries understood. Oui, les pays du Golfe ont compris que l'Iran est une puissance régionale. Il a survécu à l'attaque de 2 puissances nucléaires, Israël et les États-Unis, qui ont tout fait pour le vaincre. Mais la victoire de l'Iran, c'est d'avoir tenu bon, de ne pas avoir été vaincu et d'avoir empêché les Israéliens et les Américains d'atteindre leurs objectifs. C'est ça, la victoire de l'Iran. Maintenant, cette victoire est très dangereuse pour les États-Unis et pour l'Allemagne dans la région. Si l'Iran est autorisé à remporter la victoire sur tous les fronts, que les Américains lèvent les sanctions, qu'ils récupèrent ses avoirs gelés et qu'ils imposent même des compensations de guerre, alors les Américains se disent « Eh bien, les Iraniens sont plus puissants qu'on ne le pensait et nous ne pouvons plus leur imposer nos objectifs. » Donc, l'Iran sera la force dominante dans la région. Ce n'est pas quelque chose que les Américains acceptent volontiers. Et ce n'est pas non plus quelque chose que les pays arabes souhaitent. Cependant, si les pays arabes pouvaient changer cette situation et permettre aux Américains d'agir à leur place, ils en seraient ravis. Mais si les Américains ne le font pas, les Arabes n'iront pas affronter l'Iran. Ils ne le peuvent pas. Il y a environ 92 millions d'Iraniens capables de résister à des attaques d'Israël et des États-Unis. Et les Arabes ne feront rien contre l'Iran. Ils seraient anéantis. Au minimum, l'eau, l'électricité, les infrastructures pétrolières et gazières, tout cela, les Iraniens peuvent le détruire. Et c'est pour cette raison qu'ils devront composer avec l'Iran, simplement parce qu'ils ne peuvent pas le vaincre.
Elijah, une nouvelle mise à jour vient des médias iraniens, de Mehr News. Ils disent que les attaques signalées à Shiraz, ainsi que les explosions à Shiraz, sont fausses. Il n'y a pas eu d'attaque à Shiraz. Et c'est important, parce que pendant la guerre, si tu te souviens, pendant les 40 jours de guerre, il n'y a jamais eu d'attaque dans l'est de l'Iran. En fait, toutes les attaques étaient concentrées dans l'ouest du pays. Et là, on rapporte qu'à Kerman ou à Shiraz, il y aurait eu une sorte d'explosion. Franchement, ça m'a un peu surpris. Et puis, autre chose, Elijah, les États-Unis essayent de frapper les mêmes cibles encore et encore. Je ne comprends pas trop pourquoi. Parce qu'au final, quand on regarde la réaction du gouvernement iranien face à ce que font les États-Unis, ça ne met pas vraiment plus de pression sur les Iraniens si on frappe toujours les mêmes points. En ce moment, en Syrie, ils ont attaqué plus de 10 fois dans la même zone, les mêmes cibles d'ailleurs. The same targets, by the way. Yeah, it's something I'm very familiar with. Oui, c'est quelque chose que je connais très bien. Jusqu'en 2006, pendant la guerre entre les Israéliens et le Hezbollah au Liban, les Israéliens, après une semaine de bombardement, sont revenus frapper les mêmes objectifs. La raison est très simple. Ils avaient épuisé toute leur banque d'objectifs. Ils n'en avaient plus. C'est pour ça qu'ils sont revenus bombarder exactement les mêmes endroits. Ou alors, ils ajoutent à cela, comme le fait Donald Trump en ce moment, des infrastructures civiles. Et pendant la guerre, il avait déjà attaqué et bombardé un pont civil en construction, ce qui constitue une violation du droit international. Et c'est un crime de guerre pour une raison simple. Normalement, quand deux États sont en guerre, on peut dire qu'un pont sert à des fins militaires. Et dans ce cas, le pays qui l'attaque peut s'en sortir. Mais un pont en construction, lui, n'est pas utilisé à des fins civiles, donc l'attaquant ne peut pas s'en tirer comme ça. Aujourd'hui, ils ont frappé la voie ferrée et un autre pont. Là, ils peuvent dire que ces deux infrastructures servaient à rejoindre le site où ils fabriquent des missiles balistiques, et qu'elles avaient donc un double usage. Mais quand ils commencent à viser des lieux purement civils, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'autre objectif. À ce stade, leur but, c'est clairement d'aggraver la destruction en Iran. Voilà, il n'y a aucun gain stratégique. Oui, voilà, Elijah. Il semble que les nouvelles attaques viennent de la province d'Hormozgan et qu'elles visent quelque chose dans le détroit d'Ormuz. Mais selon le dernier rapport, il ne se passe rien dans le détroit d'Ormuz concernant le passage des navires, des bateaux ou des pétroliers. En gros, c'est fermé en ce moment à cause du problème en cours, à cause des tirs des deux côtés. Et Elijah, quand on regarde les cibles, comme je l'ai dit, il n'y a eu aucun rapport depuis l'annonce du cessez-le-feu indiquant que l'Iran aurait attaqué le Qatar. Mais hier soir, on a rapporté que certains de ces avions ravitailleurs, les États-Unis en utilisent beaucoup dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique, servent à ravitailler les chasseurs qui viennent frapper les cibles. Ils viennent du Qatar et de Tel Aviv, d'Israël. C'est ce qui a été mentionné dans les informations hier soir. Et c'est l'une des principales raisons de l'attaque iranienne contre le Qatar. Je ne sais pas si la communication... Vous avez parlé de la pression que les États-Unis exercent sur l'Arabie saoudite et sur le Qatar. Comment cela se manifeste-t-il? Pensez-vous qu'avec cette escalade, l'Iran va reprendre ses attaques contre l'ensemble des pays du CCG? Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que, à mesure que les Américains aggravent les dégâts en Iran, les Iraniens veulent que tout le monde en subisse les conséquences. Et l'Iran veut que tous les pays du Golfe se joignent à leurs efforts pour faire pression sur les Américains afin qu'ils mettent fin à cette guerre. Tant que cette guerre continue, il n'y aura pas de stabilité. Personne ne vivra dans un pays stable. Les Iraniens ne l'accepteront pas. Parce que si la guerre ne s'arrête pas en Iran,
elle ne s'arrêtera nulle part dans les pays du Golfe. Doesn't stop in Iran, it will not stop anywhere in a Gulf country. So it will continue, of course, because the Donc ça va continuer, bien sûr, parce que les Iraniens veulent leur implication. Ce sont eux qui ont fait venir les Américains chez eux, et ce sont eux qui ont permis à l'Amérique d'installer des bases militaires à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats, en Arabie saoudite, au Qatar. Alors qu'ils assument leurs actes et qu'ils se demandent pourquoi ils garderaient les Américains au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest. Il n'y a aucune raison parce que les Américains apportent la destruction. Vous en êtes satisfait? Alors gardez-les. Si vous ne l'êtes pas, trouvez un moyen de les faire partir. You're not happy with that, find a way to kick them out. Yeah. Another wave of Iranian ballistic Oui. missiles, Une nouvelle vague de missiles balistiques iraniens. Iran just hit Vous savez, Port Jordan. l'Iran vient de frapper en direction de la Jordanie et des sirènes retentissent en ce moment même là-bas. Elijah, quelle est selon vous l'importance de la Jordanie maintenant que toutes ces bases dans les pays du Golfe ont été détruites par les Iraniens? En gros, ils n'utilisent plus ces bases, mais on dirait que la Jordanie et Israël sont devenus les principales bases pour les attaques américaines. Are the main bases for the American attacks, it seems. Because they are the main base for all the Parce que ce sont les principales bases de tous les systèmes de missiles intercepteurs. Ce sont aussi les bases principales pour la plupart des moyens américains et israéliens en Jordanie et en Israël. C'est là qu'ils sont déployés. Et c'est de là qu'a été menée l'attaque contre l'Iran. Et c'est pour cette raison que l'Iran frappe les bases jordaniennes. Iran is attacking the Jordanian bases. Yeah. You know, one of the American Oui, fighter jets vous savez, un des avions de chasse américains a pris feu en Grèce et les images viennent juste de sortir. Attendez, je vais les afficher ici. Oui, je ne sais pas encore pourquoi, mais les images viennent tout juste d'être publiées. Laissez-moi juste. Voilà. Let me just. Yeah. Here is. Yeah, it seems that. Oui, on dirait que ça ne marche pas. Yeah. Oui, je vais en parler, I'm gonna Elijah. bring that up, Elijah. Mais la Grèce, c'est aussi très important. J'ai déjà mentionné la Jordanie et Israël. Ils utilisent la Grèce et leur base là-bas. S'ils veulent reprendre la guerre, ils vont passer par la Jordanie, Israël, la Grèce et je suppose aussi la base aérienne de Diego Garcia. Israel, Greece, and I would assume Diego Garcia Air Base. Et Chypre et l'Irak. Yeah, and Cyprus and Iraq. Iraq was under Oui, attack just et Chypre before- et l'Irak. L'Irak était sous attaque juste avant notre arrivée. Hier, il n'y a pas eu d'attaque parce qu'il y avait les funérailles en Irak. Toute cette complexité pour les États-Unis. Oui. Alors, quelle est votre compréhension de la situation? S'ils décident de lancer une attaque complète, est-ce qu'ils vont utiliser Diego Garcia à nouveau? Ou bien, à cause de la distance, est-ce que ce sera... Because of the distance is going to be Well, so far the Americans show Eh bien, jusqu'à présent, les Américains montrent qu'ils ne sont pas vraiment réticents à relancer la guerre. Cette fois, Donald Trump doit demander l'autorisation du Congrès et il ne peut pas mener d'opération spéciale. Autrement dit, chaque fois que les États-Unis estiment qu'il est temps d'attaquer l'Iran pour le remettre en ligne selon leur propre vision, cela reste possible à tout moment sans l'accord du Congrès. C'est pour cette raison qu'une guerre totale paraît très improbable aujourd'hui, sauf si les négociations autour du protocole d'accord se retrouvent dans une impasse. Et dans ce cas, il est clair que les Iraniens ne céderont sur aucun des points abordés dans ce protocole. yeah. Here is the footage Voici les images, Elijah, du chasseur américain F-16 qui a pris feu en Grèce. of fire in Greece. Oui, bonne image, très nette. Yeah, good picture. Very visible. Elijah, I think the whole Elijah, case of Lebanon je pense que is toute cette affaire du Liban yesterday vient du fait qu'hier après-midi, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé que, sans le Liban, il n'y aurait aucun accord avec les États-Unis avant l'attaque américaine à venir. C'était mardi après-midi.
Il a fait cette déclaration avant que l'attaque américaine n'ait lieu. Cette nuit-là, ils ont frappé des Iraniens dans le sud. Mais avant ça, l'Iran avait déjà annoncé qu'il n'y aurait pas d'accord sans que la question du Liban soit réglée. Alors, qu'est-ce qui a changé? En regardant le protocole d'accord, à mon avis, il n'y a eu aucun progrès sur le plan géopolitique. Je ne parle pas d'économie. Sur le plan économique, les deux parties ont pu obtenir quelque chose, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz. Les États-Unis en avaient besoin et le prix du pétrole a un peu baissé. Mais sur le plan géopolitique, rien n'a changé à la suite de ce protocole d'accord. Yes. Nothing has changed. Oui, rien n'a changé. Et jusqu'à présent, les Américains n'ont respecté aucun des points du protocole d'accord, y compris le premier, celui qui concerne le Liban et la fin de la guerre. Donc il n'y a pas de fin de la guerre avec l'Iran. Et par conséquent, il n'y a pas de fin de la guerre au Liban. Les Israéliens continuent de bombarder le Liban, en particulier la région autour de Nabatieh, dans le sud du pays, Nabatieh al-Fawqa, la partie haute. Ils le font parce qu'ils insistent pour occuper les collines d'Ali Tahir, pas une seule colline, mais plusieurs, car ils pensent qu'il y a des installations militaires sous cette zone. Ils ne connaissent que quelques entrées, pas toutes, et ils estiment ne pas avoir neutralisé ce site. Ils veulent donc absolument le reprendre sous leur contrôle. J'ai parlé avec Laith Marouf, qui est à Beyrouth. Il m'a dit qu'Al-Tahir, cette forteresse, est extrêmement importante pour le Hezbollah. S'il faut envoyer toutes leurs forces pour la défendre, ils le feront. Le Hezbollah enverra toutes ses forces, parce que c'est un point stratégique crucial, à la fois pour le Liban et pour le Hezbollah. Si Al-Tahir tombe, ce serait une perte énorme pour eux. Quelle est votre analyse de cette situation? What is your understanding of that? Je ne le vois pas comme ça, parce que le Hezbollah a changé de tactique. Il ne s'intéresse plus à la géographie. Ça, c'était avant. Après novembre 2024, avec le cheikh Naïm Kassim comme secrétaire général, la conception de la résistance a évolué. En fait, elle est revenue à celle des années 80, à l'époque où la résistance ne cherchait pas à occuper un territoire, à le libérer de l'occupant, puis à le contrôler. Non, la résistance ne veut rien contrôler du tout. Ce qu'elle veut, c'est infliger des pertes à l'ennemi et faire en sorte que sa présence coûte très cher aux Israéliens. Et ils peuvent le faire très facilement depuis Ali Tahir. Ils n'ont pas besoin d'envoyer plus de troupes parce que les Américains et les Israéliens observent de très près, avec une grande précision, tout ce qui se passe autour des collines d'Ali Tahir. C'est un point très stratégique. Mais les Israéliens ont déjà pris le château de Beaufort à Ash-Shukaif, qui lui aussi domine les collines d'Al-Tahir. Et le Hezbollah n'a pas vraiment cherché à dire « vous ne l'occuperez pas », au risque de perdre des centaines d'hommes juste pour tenir le terrain. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de laisser les Israéliens aller où ils veulent, d'observer leur efficacité, de leur infliger des pertes, puis de les laisser sur place. Au contraire, plus les forces israéliennes s'étendent dans le sud du Liban, mieux c'est, parce qu'elles deviennent alors des cibles faciles pour la résistance, qui aura un large éventail d'options dans toute la région. Donc je ne pense pas qu'Al-Tahir soit sans importance, mais ce n'est pas un point essentiel, et le Hezbollah ne le défendra pas au prix de le conserver et d'empêcher Israël d'y accéder. Israël, c'est une armée classique, avec des drones et des avions de chasse. Et la façon dont les Israéliens utilisent leurs bombes est vraiment impressionnante. J'ai parlé à des gens dans le sud du Liban, par exemple. Quand ils repèrent un membre du Hezbollah dans une villa, dans le sud, ils détruisent toute la villa. Et ils envoient des avions, pas des drones. Les drones servent à repérer la cible, puis ils appellent les avions pour tout raser, pour être sûrs.
Comme ça s'est produit plusieurs fois, il ne reste parfois que des morceaux du combattant qui tenaient la position, malgré les bombardements israéliens. C'est pour ça que le nombre de membres du Hezbollah présents sur un même site a beaucoup diminué et que la défense d'une position a complètement changé. Aujourd'hui, infliger de lourds dégâts à l'ennemi vaut mieux que de simplement tenir le terrain. Elijah, une personne dans le public te demande, est-ce qu'Erdogan a échangé Jolani et le Hezbollah contre des F-35 hier? Il n'a pas besoin d'échanger Jolani, parce que Jolani est très heureux de répondre à Erdogan. Mais Erdogan qui donnerait le Hezbollah à Jolani, si vous voulez, je peux répondre à ça. D'abord, Erdogan n'a aucun contrôle sur le Hezbollah. Ensuite, c'est dans son intérêt de montrer aux Américains qu'il est de leur côté, pour obtenir le moteur du F-16 qui manque à son armée de l'air et le F-35 que Joe Biden a refusé de livrer. Cependant, c'est aussi dans l'intérêt d'Erdogan de s'assurer que le Hezbollah ne soit pas vaincu. Sinon, Benjamin Netanyahou a déjà fixé la cible en disant que la prochaine menace, c'est le danger sunnite, le nouveau danger sunnite. Et il a cité précisément la Turquie, le Qatar et le Pakistan. Donc oui, Erdogan est un traître. Il a déjà négocié par le passé, en Syrie, et s'est entendu avec les Russes pour céder le terrain à Jolani, à Ahmad al-Shara, à Abu Mohammad al-Jolani. Mais abandonné face au Hezbollah, je ne pense pas que la Syrie en soit capable. Cette Syrie-là, celle qui a déjà essayé autrefois, elle a goûté aux balles du Hezbollah pendant des années sur son propre sol. Et je ne crois pas qu'elle retournera au Liban pour attaquer le Hezbollah. Ils ont des partisans à Tripoli. C'est d'ailleurs pour ça que le ministre syrien des Affaires étrangères, Shibani, s'est rendu à Tripoli pour montrer la solidarité du peuple là-bas qui soutient Ahmad al-Shara. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant pour déclencher une guerre contre le Hezbollah. Mais qu'est-ce que Donald Trump veut d'Al-Jara? Il a dit qu'il m'avait promis d'aider les États-Unis dans l'affaire du Liban. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il veut arrêter Benjamin Netanyahou, parce que Netanyahou dit « Je dois vaincre le Hezbollah et je ne peux pas m'arrêter ». Et Donald Trump veut mettre fin à la guerre, parce que ça ne l'arrange pas d'avoir Netanyahou qui s'appuie sans cesse sur lui en lui répétant « L'Iran, c'est facile, et le Hezbollah, je peux le vaincre ». Il a essayé et il a échoué. Il essaye depuis longtemps de vaincre le Hezbollah et de forcer son désarmement, soit au profit d'Israël, soit au profit de l'État libanais. Et maintenant, il essaye avec l'État libanais, tout en sachant et en admettant que l'armée libanaise est incapable de désarmer le Hezbollah. Alors il essaye simplement de dire « Je suis au Liban à la demande du président libanais ». Mais ça ne veut pas dire qu'il peut désarmer le Hezbollah. Et ça ne veut pas dire non plus que la Syrie le peut. Néanmoins, Donald Trump voudrait avoir une autre option à présenter à Benjamin Netanyahou. Il dirait quelque chose comme « Eh bien, tu n'as pas réussi à désarmer le Hezbollah. Arrête ta guerre. » Maintenant, nous avons le Liban avec nous, parce que nous avons un président très obéissant. Et c'est nous, les Américains, qui l'avons vraiment fait élire pour le mettre au pouvoir, afin qu'il puisse normaliser les relations avec Israël. Donne-lui la chance de le faire. Tu ne l'as pas fait depuis 1 an et demi, pendant les 15 mois où tu as bombardé le Liban, et tu n'as pas permis au président, qui avait été précisément placé au pouvoir pour désarmer le Hezbollah et conclure un accord avec Israël, de le faire. Maintenant, laisse-lui sa chance et arrête d'intervenir. Parce que, à cause du mensonge que Benjamin Netanyahou a fait croire à Donald Trump, ce dernier a eu l'impression d'être baladé. Et cette fameuse promenade de 3 jours au Venezuela n'était en réalité pas du tout la même situation qu'en Iran, contrairement à ce que Netanyahou lui avait promis.
Elijah, est-ce que tu penses que du point de vue des États-Unis, ils ont eu le sentiment d'avoir forcé le Yémen ou Ansarullah à se soumettre d'une certaine manière quand ils sont arrivés au pouvoir dans les premiers jours ou les premiers mois de l'administration Trump? Ils sont allés en mer Rouge, puis ils ont fini par décider que le Yémen avait capitulé et qu'ils allaient se retirer. Mais on dirait qu'ils ne suivent pas la même logique avec l'Iran. Je ne sais pas si, dans leur esprit, dans les calculs de Washington, ils envisagent une solution militaire à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et face à l'Iran. Quelle est, selon toi, leur perception? Combien de temps vont-ils continuer ce jeu de représailles? Et est-ce que, selon eux, ça peut vraiment leur être bénéfique? Is that going to be beneficial in their eyes? Vous savez, après avoir couvert le Moyen-Orient pendant plusieurs décennies, j'en suis arrivé à une conclusion. Il n'existe pas de solution militaire à quoi que ce soit. Les Américains ont tout essayé, partout, en Afghanistan, en Libye, en Irak, au Liban. Au Liban, ils ont essayé aussi. En 1958, ils ont envoyé 14 000 marines à la demande du président Camille Chamoun, qui voulait prolonger son mandat. Ils ont tout tenté. Plus tard, le président Frangier, Pierre Gemayel et Camille Chamoun ont fait venir les Syriens au Liban en 1976 pour combattre les Palestiniens et la gauche. Et ils ont échoué. Les Libanais, encore une fois, le président Bachir Gemayel, le fils de Pierre Gemayel, ont fait venir les Israéliens en 1982. Et là encore, les Israéliens ont échoué. Il n'y a pas vraiment de solution militaire contre des acteurs non étatiques comme le Hezbollah ou comme les Ansarullah qui contrôlent la moitié du pays. Il n'y en a pas, parce que leur légitimité vient de la population. Ils ont une souveraineté enracinée. Ce n'est pas comme Daesh qui avait occupé une partie de l'Irak et de la Syrie. Ils ont perdu le soutien de la société, ils ont échoué et ils ont été facilement vaincus. Donc pour les Ansarullah, la situation est différente. Donald Trump a été honnête quand il a dit à Israël « Je suis votre meilleur ami ». Et Vance, le vice-président, quand il a dit aux Israéliens « Vous n'avez plus qu'un seul ami ». Parce que Donald Trump, dès son arrivée au pouvoir, a immédiatement attaqué les Ansarullah. Et il a échoué. Un mois plus tard, il a simplement abandonné. Il a dépensé 1000 milliards de dollars et a dit bon, au revoir, pas d'accord, rien du tout. Il en a eu assez et il a compris qu'il ne gérait plus la situation. Alors il est parti. Mais les Israéliens ont essayé de faire la même chose avec le Hezbollah et ils ont échoué. Ensuite, ils ont tenté avec l'Iran et là encore, ils ont échoué. Donald Trump a sauvé Israël à Gaza parce que le monde entier, ou du moins la majorité du monde, déteste Israël pour ses actions actuelles à Gaza et pour le génocide qu'ils commettent partout. Donc Donald Trump peut sauver Israël et dire « Stop ». Vous pouvez obtenir par des moyens pacifiques ce que vous n'avez pas réussi à obtenir par la force militaire. Arrêtez votre génocide, vos meurtres filmés, vos soldats qui publient toutes les atrocités et les crimes qu'ils commettent, et moi, je vais vous sauver. Il a instauré un cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté. Il n'a pas reconstruit Gaza. Les Israéliens refusent de laisser le gouvernement palestinien, le nouveau gouvernement qui siège au Caire, aller à Gaza parce qu'il n'a pas le droit d'y opérer. Hamas a annoncé qu'il renonçait à administrer Gaza. Et pourtant, les Israéliens ne veulent pas de ça. C'est ce qu'ils obtiennent en temps de paix, pas en temps de guerre. Ils contrôlaient 53% de Gaza, maintenant ils en ont presque 70%. Alors, si on revient à l'Iran, Donald Trump dit aux Israéliens « Vous avez échoué avec la guerre. Moi aussi j'ai échoué avec la guerre. » Ce n'est pas en menant une guerre qu'on va soumettre l'Iran. Faisons autrement. Et il ajoute « Nous ne libérerons pas les avoirs iraniens. Nous ne paierons pas pour les dégâts. Nous maintiendrons les sanctions, mais nous le ferons progressivement quand nous aurons plus de contrôle. »
Voilà la situation. Les moyens militaires ne sont jamais une solution. On les a déjà essayés au Moyen-Orient et ils ont échoué en Irak. Ils ont échoué en 2003. Ils ont échoué. Ils ont créé Al-Qaïda en Mésopotamie et au Levant, puis Daesh qui en est issu plus tard. Donc il n'y a pas de solution militaire. Mais si les Américains veulent vraiment résoudre le problème avec l'Iran, ils doivent s'asseoir et discuter, rendre aux Iraniens leur argent, lever les sanctions qui sont illégales et qui détruisent le bien-être de la population, des civils. Et ensuite, s'assurer qu'ils ne restent pas dans la région, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils restent au Moyen-Orient. Mais ils n'en sont pas capables. Ce n'est pas la mentalité des colonialistes. Here is the new statement, Elijah, from IRGC. Voici la nouvelle déclaration, Elijah, de la marine des gardiens de la Révolution. Il y a tout juste quelques instants, ils ont publié ce communiqué affirmant qu'aucun étranger n'a de droit sur cette terre, ni dans le détroit d'Ormuz. Les aventures de l'armée terroriste américaine et son ingérence dans la désignation des routes de passage ne seront pas seulement accueillies par une réponse ferme, mais perturberont aussi le processus graduel de réouverture et mettront gravement en danger les intérêts des pays qui profitent du détroit d'Ormuz. En résumé, cette annonce indique que si les États-Unis poursuivent leurs ingérences, cela pourrait mener à la fermeture totale du détroit d'Ormuz. Oui, c'est très clair pour les Iraniens. Ils ne lâcheront pas le détroit d'Ormuz et les Américains ne le donneront pas aux Iraniens. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Quelles que soient les négociations à venir, tant que les Iraniens diront aux Américains « Oman et l'Iran géreront le détroit d'Ormuz sans exiger de frais de transit, mais en facturant des services, comme le faisait déjà une société auparavant, qui était payée pour ça. » Aujourd'hui, c'est nous qui le gérons, mais seuls les navires commerciaux peuvent le traverser. Je veux dire, Donald Trump a signé cet accord. Il n'était pas drogué. Personne ne le menaçait avec une arme sur la tempe. Il était assis, tout sourire, montrant à tout le monde dans la salle à Versailles qu'il l'avait signé. Qu'a-t-il signé? Très probablement, il l'a fait de mauvaise foi. Voilà ce qui en ressort. Alors pourquoi maintenant vous envoyez votre marine dans le détroit d'Ormuz alors qu'il est clairement indiqué au paragraphe 5 que seuls les navires commerciaux, 2 fois, à la 2e et à la 4e ligne, c'est écrit « navires commerciaux uniquement » et qu'il est précisé que l'Iran et Oman en assureront la gestion avec un délai de 60 jours. Donald Trump, lui, ne leur a même pas accordé 30 jours pour la zone de déminage. À la place, les Américains sont allés dégager un passage d'environ 5 km et demi depuis la côte omanaise, en disant « Dès maintenant, tout le monde peut traverser par là et on contourne l'Iran. » L'Iran n'acceptera jamais ça parce qu'il n'a pas d'autre moyen de pression. Sans le détroit d'Ormuz, l'Iran serait complètement oublié et vivrait bien sûr sous sanctions. Et Trump, lui, ne paiera pas un centime de compensation. Une partie de cette pression sur le gouvernement omanais vient de ce que la France a essayé de faire. Macron est allé à Oman, puis on a eu une déclaration conjointe de la France et du Royaume-Uni sur l'envoi de dragueurs de mines là-bas. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire exactement? Est-ce que ça fait partie du plan de Washington? Ou bien est-ce qu'ils essayent de jouer leur propre jeu? Eh bien, si on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Donc, il n'y a aucune mention du Royaume-Uni ni de la France dans le protocole d'accord. Il est écrit que l'Iran déminera sous 30 jours, encore une fois au paragraphe 5, et qu'ensuite, pendant 60 jours, il ne demandera pas de frais de passage. C'est tout. Les Européens veulent participer parce qu'ils veulent pouvoir dire « Voilà, il n'y a plus d'excuses, nous avons fait notre part. Maintenant, ouvrez le détroit d'Ormuz. » Alors, d'accord, l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz et il est ouvert maintenant. Mais tous les navires
doivent passer par l'île de Larak, parce que nous sommes toujours en guerre. Vous voyez ce qui se passe. Et j'entends beaucoup d'analystes, surtout américains, en parler. Ils invoquent les lois internationales, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982. Et ils affirment que, selon le droit international, l'Iran n'a pas le droit de choisir qui peut traverser et qui ne peut pas. Les Américains se réveillent au nom du droit international quand ça les arrange, dans un domaine précis. Mais est-ce conforme au droit international qu'un pays membre des Nations Unies, reconnu par l'ONU, soit attaqué par un autre État sans provocation et sans autorisation de l'ONU? Ah non, ça c'est un autre sujet. Là, on veut juste parler du détroit d'Ormuz. Mais vous avez déclenché la guerre pour quoi? Au juste, pour la bombe nucléaire. Mais vous dites que vous ne voulez pas que j'ai la bombe nucléaire. Pourquoi tout est maintenant détourné vers le détroit d'Ormuz? Et le détroit d'Ormuz, avant la guerre, n'existait même pas. L'Iran et les États-Unis sont toujours en guerre. Vous voyez bien l'hypocrisie quand le droit international n'est invoqué que dans les moments où cela sert les intérêts des États-Unis en faisant semblant que tout a été réglé. Comment ça? Vous avez bombardé l'Iran hier, avant-hier, et à d'autres moments ces dernières semaines. Donc les deux pays n'ont pas signé de traité, ils ont seulement un cadre d'accord. Les Américains ont accepté ce cadre. Mais selon ce cadre, les points 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 13, les Américains n'ont jamais mis fin à la guerre. Les Américains n'ont pas débloqué l'argent. C'est écrit noir sur blanc dans le protocole d'accord. Ils n'ont pas réglé le paiement des 300 milliards. Le CCG dit « on n'en sait rien ». Donald Trump a dit que les Arabes paieraient. Et les Arabes répondent « on ne sait pas, personne ne nous a rien dit ». Et ensuite, les dérogations sur le pétrole iranien devraient être levées. Quand les Américains ont rétabli hier les sanctions sur le pétrole iranien, est-ce qu'on est encore en paix ou déjà en guerre? Et maintenant, tout à coup, on veut parler de droit international à propos du détroit d'Ormuz. Vous voyez, c'est là qu'Iran dit « Désolé, il y a un protocole d'accord, nous le respectons. Sinon, sans ce protocole, nous sommes en état de guerre. Et à partir de là, tout peut arriver. » Elijah, une nouvelle vidéo du ministre de la Défense grec vient de sortir. Il y dit que Nikos Dendias a demandé « Pourquoi l'Iran a-t-il attaqué l'Arabie saoudite? Pourquoi ont-ils attaqué Bahreïn ?» Je voudrais répondre à cette question, parce que j'ai aussi entendu beaucoup d'analystes dire « Pour l'Iran, vous voulez établir de bonnes relations avec les Arabes tout en les attaquant. » Ce n'est pas ça la question. Selon l'article 33.14 des Nations Unies, tout pays dans le monde a le droit d'attaquer un autre pays qui se propose comme plateforme pour qu'un pays étranger l'attaque. Les pays arabes ont dit « Nous n'accepterons pas que les Américains attaquent l'Iran depuis notre territoire. » Et les Américains ont répondu « Le général Cain a dit « Nous avons combattu côte à côte avec les pays du Golfe contre l'Iran dès le premier jour. » C'est le chef d'état-major américain, et les pays arabes ne l'ont pas nié. Ensuite, les bases américaines sont partout dans le Golfe. Donald Trump a dit « Nous utilisons leurs aéroports ». Il l'a vraiment dit. C'est sur Google. Je n'invente rien et je n'ai pas besoin d'analyser. Il a dit qu'ils avaient utilisé tous leurs aéroports et qu'ils avaient des bases dans différentes régions d'Arabie Saoudite et ailleurs. Et il s'est même moqué de l'Arabie Saoudite. Donc, ces pays servent de plateforme pour attaquer l'Iran. Et l'Iran dirait « Ah, maintenant, pour le bon voisinage, je dois respecter mes voisins et ne pas les attaquer. » C'est ce que les pays du Golfe demandent à l'Iran de respecter, en disant que ce n'est pas comme ça qu'on peut maintenir la paix, ni conclure un accord de sécurité. L'Iran, de son côté, dit
laissez-nous avoir un accord de sécurité où nous ne nous attaquons pas les uns les autres et où nous n'autorisons pas une autre force à utiliser notre territoire pour nous attaquer. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est parce que les forces américaines attaquent l'Iran depuis les pays du Golfe et qu'elles continuent de les utiliser. Pourquoi y a-t-il des forces en Jordanie? Pourquoi y a-t-il une énorme base américaine en Jordanie qui opère contre l'Iran? Pourquoi 2 bases israéliennes ont-elles été découvertes en Irak et sont-elles utilisées contre l'Iran? Les Irakiens n'ont pas le contrôle de leur espace aérien. Ils n'ont pas de souveraineté. Les Américains utilisent l'Irak comme une plateforme en y accueillant les Israéliens et en attaquant l'Iran depuis le territoire irakien. Voilà la situation dans le Golfe. Tous les pays arabes bombarderont l'Iran sans pitié si l'Iran montre la moindre faiblesse. Mais l'Iran montre qu'il est inflexible et il encaisse les coups. L'Iran n'est pas plus fort que les États-Unis, mais sa force, c'est de tout faire pour que les plans américains et israéliens échouent en Iran. Donc, l'Iran ne se rend ni aux Israéliens ni aux Américains. C'est tout ce que l'Iran doit faire. L'Iran ne gagne pas, mais il ne perd pas non plus. Il ne s'est pas soumis, et c'est ça que fait l'Iran. Il résiste. Aujourd'hui, les Américains peuvent tirer 90 missiles et toucher 90 cibles. Les Iraniens, eux, peuvent en tirer 85 et en atteindre 5. Est-ce que c'est suffisant? Ils se défendent, tout simplement. Ils n'ont pas vraiment besoin de détruire l'ennemi parce qu'ils ne le peuvent pas. Ils n'ont pas la puissance de feu de l'ennemi américain, mais ils ont la capacité de riposter. Et tant qu'ils ripostent, ça énerve Donald Trump. Et puis, l'Iran peut contrôler le détroit d'Ormuz et le bloquer. Et ça aussi, ça énerve Donald Trump. Donc au fond, c'est tout ce que l'Iran peut faire, énerver Donald Trump. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Elijah, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. My pleasure. Avec plaisir de vous inviter. Merci.